Le cours a débuté, ça m'est arrivé de chanter en amphi, mais vraiment au dernier cours, à la dernière minute. Mais ça m'est effectivement arrivé. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'acétylcholine, de la pharmacologie de l'acétylcholine, dont vous avez probablement connaissance, la structure vous est familière. Ceci est un glossaire qui peut vous effrayer, qui effraie surtout les chimistes en licence ou en master, parce que c'est un jargon que nous utilisons quotidiennement dans le domaine médical. On a beaucoup de synonymes. On parlera de système nerveux autonome ou de système nerveux végétatif, de nerfs vagues tantôt, et puis à un autre moment de la 10e paire crânienne, et puis parfois de pneumogastrique, ce sont des synonymes. Ou de sympathique et d'orthosympathique, de relais nerveux, je l'ai mis exprès parce que ça permet de voir qu'il y a un S au mot relais. Tout comme nerf crânien, j'adore parce qu'il y a un accent circonflexe sur le A, que vous ne mettez pas évidemment, mais ça ne me gêne pas. Il suffit que j'en trouve un ou deux et je suis content. À ce propos, quand j'avais corrigé l'internat, une fois, j'avais 850 copies à corriger et j'ai vu 850 fois la même faute d'orthographe. Ce qui veut dire que tous les soirs, quand je rentrais chez moi, je vérifiais dans le dictionnaire. Il faut savoir se remettre en question. Mais vous ne savez pas, je pars de ce principe, écrire le mot antécédent. C'est assez extraordinaire. Il n'y en a pas un qui l'a écrit bien, ce qui fait que même maintenant, aujourd'hui, j'ai un petit doute parce que je l'ai lu 850 fois mal écrit, parce que vous écrivez évidemment en abrégé, ce qui se comprend. Mais le jour où vous devez écrire le mot en entier, là, c'est une surprise pour vous et vous tentez, et en général, vous vous trompez, mais c'est un détail. Alors, noradrénaline, on verra que c'est norépinéphrine pour les anglo-saxons, ou l'adrénaline, l'épinéphrine. Toutes ces petites choses, j'aurai l'occasion d'en reparler. Juste pour faire des économies d'encre, évitez de m'écrire vasodilatation des vaisseaux ou vasoconstriction des vaisseaux, ou bronchodilatation des bronches ou bronchodilatation des bronches. Ça vous fera un peu d'économie d'encre. Et moi, ça me hérissera moins le poil, qui est de toute façon spontanément redressé. Voilà, on est au vif du sujet. J'ai trouvé que cette comparaison était intéressante. Elle me rappelle ce qu'on étudiait. Je me relâche un peu là, excusez-moi. En première année de médecine, comme vous n'êtes pas trop nombreux, j'en profite, nous étudions à l'époque la psychologie médicale. Je ne sais pas si vous faites encore ça. Et on nous enseignait ce qu'on appelle la classification morphotypo-psychologique de Kretschmer, que vous n'avez jamais étudié, je pense, qui revient à dire que certains profils physiques correspondent à certains profils psychologiques. C'est ainsi qu'on décrivait, ça correspond au personnage de gauche, le maigre, grand, qu'on appelle leptosome, qui a plutôt tendance à la schizophrénie, donc qui est spontanément schizoïde, ce qu'on appelle le leptosome schizoïde. À droite, celui qui est un peu gros, qu'on appelle le pique-nique, PYCNIQE, qui a tendance à la cyclothymie, lorsqu'il est malade, à faire de la psychose maniaco-dépressive, donc le pique-nique cyclothime. On étudie aussi l'athlétique, le sujet bien sportif, qui lui a plutôt un caractère violent et qui peut faire des crises d'épilepsie, ce qu'on appelle l'athlétique visqueux, etc. Bon, ça n'existe pas. Néanmoins, c'est vrai que les maigres sont plutôt un peu nerveux. Les petits aussi, vous avez remarqué. Je ne sais pas pourquoi vous riez, je pense absolument à personne, bien sûr. Les gros, c'est plutôt des calmes, des apathiques, on va dire. Et ben, je trouve que c'est bien pour dissocier le sympathique et le parasympathique, qui sont finalement deux systèmes plutôt antagonistes. Il n'y a qu'un domaine où ils ont la même action, c'est le tube digestif, mais en général, ils agissent de manière opposée. Et c'est ainsi que le parasympathique dont on parle aujourd'hui correspondrait plutôt au profil de Hardy, c'est-à-dire le gros. C'est quand le parasympathique est en activité, vous êtes calme. Votre cœur est lent. Et notamment la nuit, vous avez beaucoup d'activité parasympathique. Vous savez, le parasympathique, c'est la 10e paire crânienne, c'est le nerf vague ou le pneumogastrique. On peut dire que vous êtes en fait très vague la nuit. Et pas très sympathique. C'est dommage, mais c'est plutôt dans ce sens-là que ça marche. Donc le vague est en activité la nuit. Votre cœur est lent, vous faites de la digestion,
Vous videz votre vessie, éventuellement une petite érection au passage. Bon, mais c'est pas exactement, je l'ai mis entre parenthèses parce que ça passe par les voies du parasympathique, mais on en reparlera à propos du monoxyde d'azote, ça n'utilise pas l'acétylcholine, ça fait rien. Donc le tube digestif fonctionne, les bronches sont plutôt contractées, la pupille est plutôt petite, vous salivez beaucoup, ça sert aussi à digérer, vous sécrétez dans l'estomac et ailleurs, le pancréas, tout ce que vous voulez, les enzymes de la digestion, votre cœur est lent, la pression est basse. Ça, c'est le profil de l'activité parasympathique. Retenez surtout, le cœur est lent, les bronches sont contractées. Et vous salivez aussi, vous bavez, tout ça, vous êtes bien tranquille, détendu. Alors, ça correspond à l'activation, si vous ne voyez pas très bien, je vais passer à une autre, ça correspond à l'activation des voies parasympathiques. En gros, les voies parasympathiques, vous ne voyez peut-être pas bien sur celle-là, alors je vais passer sur la suivante, vous verrez mieux. Ça sort du tronc cérébral et de la moelle sacrée. Quand je dis que ça sort du tronc cérébral, ça veut dire que ce sont des nerfs crâniens qui véhiculent la voie parasympathique, au-dessus du trou occipital, la portion renflée qui prolonge la moelle épinière. Donc c'est en dessus du trou occipital, les nerfs crâniens. Comme leur nom l'indique peut-être, mais quand il y a des sections de moelle épinière, dans tétraplégie, paraplégie, on verra que ça affecte la voie sympathique, mais pas la voie parasympathique issue des nerfs crâniens en tout cas, notamment celle qui va servir à ralentir le cœur. Et là, il y a plusieurs nerfs qui véhiculent du parasympathique, qui font partie de cette voie, qui vont notamment vers l'œil, et puis cette fameuse 10e paire crânienne. Alors quand je dis que c'est une paire, ça veut dire qu'on a la même chose en symétrique de l'autre côté, mais pour la commodité, je vous mets qu'un côté, et puis je vous montrerai l'autre la fois prochaine. Donc le nerf vague, la 10e paire crânienne, qu'on appelle aussi pneumogastrique, ça vous rappelle que ça va vers les poumons et l'estomac, c'est la plus importante des voies. La voie pneumogastrique, la 10e paire crânienne, elle va vers le cœur, elle va vers les bronches, elle va vers l'intestin, donc c'est très important. L'estomac notamment. Donc ça, c'est la voie parasympathique la plus importante. Et vous avez aussi des voies parasympathiques issues de la moelle sacrée, destinées à la vessie ou aux organes génitaux. Alors, chacune de ces voies met en jeu deux neurones. Un premier neurone issu de la moelle épinière ou du tronc cérébral, dans la substance grise, puisque c'est des corps cellulaires de la moelle, et il y a un premier neurone suivi d'un deuxième. Dans la voie parasympathique, le premier neurone est très long, et le deuxième neurone est court. Souvent, le relais ganglionnaire se trouve pratiquement dans l'organe, dans la paroi du cœur, par exemple. C'est là que se fait le relais ganglionnaire entre le premier et le deuxième neurone. Il y a deux neurones dans ces voies-là. Je vous refais un dessin un peu à ma façon pour vous rappeler ces nerfs et comment ça fonctionne. Le 10, la 10e paire crânienne, le pneumogastrique le plus important, ou le vague, appelez-le comme vous voulez, avec cette innervation du cœur, des bronches, tube digestif, pancréas, tout ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment le nerf le plus important, le nerf crânien le plus important pour le système végétatif. Et vous avez d'autres voies nerveuses qui empruntent le 3, le 7 ou le 9 et qui peuvent aller vers l'œil ou les glandes salivaires ou lacrymales. Premier neurone, long, deuxième neurone, court. Puis la moelle sacrée pour rectum, vessie, organes sexuels. Alors, comment peut-on définir la voie parasympathique? Eh bien, on va la définir par le médiateur libéré par le deuxième neurone au contact de l'organe. Je m'explique. La voie parasympathique, dont on parle aujourd'hui, libère de l'acétylcholine au niveau du cœur, libère de l'acétylcholine dans les poumons, libère de l'acétylcholine dans le tube digestif. Ça définit la voie parasympathique. Et ça fait partie du système nerveux végétatif autonome, celui qui fonctionne tout seul. Ce n'est pas vous qui réglez votre fréquence cardiaque, sauf si vous êtes un yoga. Ce n'est pas vous qui réglez votre digestion ou l'état de contraction de vos bronches.
Donc c'est ce qui se passe au niveau de ce deuxième neurone. Je vous ai encadré en rouge le système qui nous concerne aujourd'hui, la voie parasympathique. Le deuxième neurone, dessiné en noir pour dire qu'il est cholinergique, CHO, c'est-à-dire qu'il libère de l'acétylcholine. Ça, c'est la voie parasympathique. Le premier neurone est très long. Et dans le cas du parasympathique, c'est un axone myélinisé. Ça veut dire que la vitesse de conduction, parce que ça saute d'un étranglement de Ranvier à un autre, est plus rapide. La vitesse de conduction dans la voie parasympathique est très rapide. Le deuxième neurone n'est pas myélinisé. Mais ce qui est particulier, si vous regardez bien le système, c'est que le premier neurone est également en noir. C'est-à-dire que vous libérez de l'acétylcholine au niveau du deuxième neurone au contact de l'organe, dans ce qu'on appelle la jonction neuro-effectrice, la synapse entre le nerf et l'organe. Mais vous avez aussi de l'acétylcholine libérée par le premier neurone, c'est-à-dire que le relais ganglionnaire est assuré par l'acétylcholine. Donc vous avez 2 fois l'acétylcholine dans la voie parasympathique. C'est curieux cette souris. Elle met un peu de temps à réagir, voilà. Quand on est dans la voie sympathique, qu'on verra la fois prochaine, on la définit, la voie sympathique, par la libération d'un autre médiateur au niveau de l'organe innervé. Si on prend un nerf sympathique à destinée cardiaque, c'est la noradrénaline qui est libérée au niveau du cœur. Donc, autre couleur. Mais vous retrouvez l'acétylcholine au niveau de ce relais ganglionnaire. Donc, l'acétylcholine a une importance majeure pour l'organe innervé lorsqu'il s'agit de la voie parasympathique, mais de façon intéressante et peut-être curieuse, elle est présente dans tous les relais ganglionnaires. Qu'il s'agisse, peut-être qu'il faudrait que je fasse autrement, de tous les relais ganglionnaires, qu'il s'agisse du relais ganglionnaire du sympathique, vous avez de l'acétylcholine libérée par le premier neurone et qui active le deuxième neurone, mais aussi de l'acétylcholine libérée par le premier neurone de la voie parasympathique et qui active le deuxième neurone, ce qu'on appelle le deutoneurone ou neurone post-ganglionnaire. La différence que vous voyez aussi dans le dessin, c'est que dans le parasympathique, le premier neurone est long, alors que dans le sympathique, le premier neurone est court, et les relais ganglionnaires se trouvent à proximité de la moelle. Ils sont paravertébraux, comme on les appelle. Or, l'acétylcholine est donc présente en beaucoup d'endroits. Au niveau de l'organe innervé par le parasympathique, il y a une de vous qui vient d'avoir un heureux événement, peut-être ? À moins que ça soit Zora. C'est vrai que ça nous obsède, on trouve ça fantastique cette histoire. Excusez-moi, ça nous stimule un peu. Nous autres. Alors, donc l'acétylcholine, on la trouve au niveau de la terminaison parasympathique, le deuxième neurone, dans tous les ganglions du système nerveux autonome, qu'il s'agisse des ganglions du sympathique ou du parasympathique. Mais, et vous l'avez appris, je pense, c'est aussi le médiateur des motoneurones, le système nerveux volontaire. Quand je marche en ce moment, je libère de l'acétylcholine par mes motoneurones alpha, issus de la corne ventrale de la moelle épinière, et j'en libère dans les muscles qui se contractent, ce qui me permet d'avancer. Donc dans le système nerveux volontaire, vous avez aussi de l'acétylcholine, et on en parlera parce que quand on la bloque, ça paralyse. C'est l'écurare. Et vous trouvez, évidemment, parce que le cerveau est riche en neuromédiateurs, dans certaines voies cholinergiques cérébrales de l'acétylcholine, notamment la voie qui intervient dans la consolidation de la mémoire, et on verra aussi dans le striatum, où la maladie de Parkinson peut affecter la transmission cholinergique. J'appuie là-dessus, il doit se passer quelque chose. Ou peut-être comme ça. À droite, là. Plus haut. De gauche à droite. Ou de droite à gauche. Deux fois. Ça a marché? C'est ça?
On peut faire mieux peut-être? Comment vous dites? Comment? Comme ça. D'accord, merci. Vous verrez, c'est très dur quand vous êtes le patient de faire les gestes que vous demande le médecin. Vous verrez, quand vous dites à un patient, mettez-vous sur le dos, il se met en général sur le ventre. Alors vous, quand vous êtes médecin, ça vous fait rire, vous riez, vous êtes sarcastique, voire cynique. Vous dites non, je vous ai dit sur le dos. Vous êtes toujours gentil, bien sûr. Mais vous verrez, le jour où vous êtes le patient, vous vous tromperez. Parce qu'on n'arrive pas à avoir la même représentation physique de soi quand on est patient face à un médecin. Je vous jure que c'est vrai. J'en ai même parlé à une psychologue qui m'a rassuré que c'était normal que je me sois tourné du mauvais côté. Cela dit, on a des choses qu'on montre plus volontiers que d'autres. La jonction neuroeffectrice cholinergique. Donc j'évite de faire des petits gestes comme ça, sinon ça va changer. Vous avez une terminaison nerveuse qui fabrique de l'acétylcholine. La synthèse de l'acétylcholine se fait à partir d'un précurseur fabriqué par le foie qui circule en forte concentration de l'ordre du micromolaire, qui est la choline, CHOLINE. Eh bien, la choline doit rentrer dans la terminaison nerveuse. Et il y a un système de capture spécifique pour la choline. Une fois que la choline est rentrée, qui est un composé très polaire, qui n'a pas du tout envie normalement de traverser les membranes, eh bien, cette choline est combinée à l'acétyl-CoA, fabriqué par la mitochondrie, métabolisme des enfin vous l'avez étudié, les glucides, etc., vous connaissez par cœur, et donc le choline plus acétyl-CoA, sous l'effet d'une enzyme qui s'appelle la choline acétyltransférase, la CAT, dans le jargon des spécialistes, permet de fabriquer de l'acétylcholine qui est concentrée dans les granules. Les granules attendent sagement jusqu'à ce qu'une impulsion nerveuse arrive à la terminaison du neurone. Dès lors, le calcium rentre et survient une fusion, une attraction des granules vers la membrane qu'on appelle présynaptique. Et cette fusion granulaire, cette fusion de ces membranes de granules avec la membrane de la terminaison, génère une expulsion du contenu du granule, ce qu'on appelle l'exocytose, avec une diffusion de son contenu à l'intérieur de la synapse, et l'acétylcholine peut ainsi atteindre son récepteur qui se trouve de l'autre côté et agir. Comment l'action de l'acétylcholine s'interrompt-elle? Eh bien, grâce à l'enzyme qui dégrade l'acétylcholine, qui s'appelle l'acétylcholinestérase, qui restaure la choline et l'acétate. C'est ainsi que l'acétylcholine termine son action. Ce qui veut dire que quand on va bloquer l'acétylcholinestérase, l'action de l'acétylcholine va se prolonger puisqu'elle ne sera plus dégradée. C'est ainsi que se termine l'action de l'acétylcholine, c'est par le biais de l'acétylcholinestérase, qui est vraiment présente à proximité du récepteur cholinergique. À proximité, à tel point qu'on a eu du mal à les dissocier. On pensait même que le récepteur à l'acétylcholinestérase ne faisait qu'un. Les granules sont synthétisés dans le corps cellulaire, l'axone, ça progresse, tout comme l'enzyme, tout ça fonctionne, c'est une machinerie très efficace. Et comme dans toutes les transmissions, on verra qu'il y a des modulations de cette transmission, que c'est une transmission très fine. Alors 2 fois, je suis gaucher en plus, c'est pas mon... Ça marche. Donc la choline, composée très polaire, acétyl-CoA, choline acétyltransférase, voilà l'acétylcholine, avec cet ammonium quaternaire, ce pôle cationique. C'est stressant de faire ça. Alors, quand l'acétylcholine est libérée, elle agit sur des récepteurs. On en connaît 2 de récepteurs. Et là, plutôt que de les appeler alpha, bêta ou autres, on leur a donné un nom qui n'a pas été du tout choisi au hasard. Le premier s'appelle récepteur muscarinique, parce que la muscarine, on verra ce que c'est, reproduit les effets de l'activation de ce récepteur particulier. Et le deuxième récepteur s'appelle le récepteur nicotinique, parce que la nicotine active ce récepteur. Mais la nicotine n'active pas le récepteur muscarinique, la muscarine n'active pas le récepteur nicotinique. Ces composés sont spécifiques de chacun de ces 2 récepteurs, alors que l'acétylcholine active les 2. On est bien d'accord. L'acétylcholine peut activer l'un et l'autre.
ils n'ont pas la même localisation. Le récepteur qu'on appelle muscarinique se trouve au niveau des organes effecteurs du parasympathique, le cœur, les bronches, etc. C'est un récepteur métabotropique à 7 domaines transmembranaires, couplage avec protéine G, l'effet relativement lent, si l'on peut dire, à l'inverse du récepteur nicotinique, qui lui est un récepteur canal qui s'ouvre, qui se ferme, avec une probabilité d'ouverture bien définie et modulable. Et ce récepteur nicotinique, qui est un canal, laisse passer des ions. Ça agit très vite, mais ça n'est pas modulable. Si le récepteur muscarinique est présent dans les organes effecteurs du parasympathique, le récepteur nicotinique est présent dans les ganglions. L'acétylcholine active des récepteurs nicotiniques dans les relais ganglionnaires. Le récepteur nicotinique se trouve sur le corps cellulaire du deuxième neurone, dans les ganglions. Et quand je dis les ganglions, c'est ceux du parasympathique ou du sympathique. Et le récepteur nicotinique, c'est aussi celui qui est activé par l'acétylcholine au niveau de la plaque motrice dans les muscles striés, squelettiques, dans la viande rouge, si vous préférez. Dans le cerveau, vous trouvez les deux types de récepteurs, muscariniques, nicotiniques, avec pas tout à fait les mêmes rôles. Donc déjà, si vous arrivez à retenir ça, vous avez bien avancé. Et maintenant, on va voir ce que ça fait. Ça commence à venir. Alors déjà, quand l'acétylcholine interagit avec son récepteur, ça veut dire bien sûr qu'il y a une congruence acétylcholine récepteur. Par exemple, le pôle cationique se fixe à un groupement anionique du récepteur. Il y a des liaisons hydrogènes pour l'autre tête de l'acétylcholine. On connaît assez bien les récepteurs de l'acétylcholine et c'est très utile notamment pour fabriquer des molécules qui s'y fixent, pour arriver à fabriquer des molécules qui interagissent avec le récepteur. Donc il y a beaucoup d'études de relations structure-activité sur ce récepteur. L'acétylcholinestérase, on la connaît aussi. Et on arrive à fabriquer des inhibiteurs d'acétylcholinestérase, notamment, qui vont augmenter les effets de l'acétylcholine. On connaît sa structure spatiale, en feuillet, tout ça est connu. Alors, pour parler des produits qui vont interagir avec la transmission cholinergique, on commence à entrer dans le vif du sujet. Récepteur muscarinique, récepteur nicotinique ou éventuellement une interaction des médicaments avec les voies de synthèse ou de libération ou de dégradation de l'acétylcholine. Voilà toutes les possibilités d'action de la pharmacologie dans le système cholinergique. Aller toucher le récepteur ou aller toucher, affecter le médiateur, on va dire. Alors le récepteur muscarinique, on l'active évidemment par l'acétylcholine, mais aussi par la muscarine. Et là, vous avez dessiné des petits champignons, que je vous montrerai en plus gros. Vous connaissez le nom de ce champignon? Oui, oui, mais c'est bien, oui. Mais vous pouvez le dire plus fort, parce que je... Bon, vous l'avez tous dit, donc ça va. La manite tue-mouche, effectivement. Pourquoi ça s'appelle tue-mouche? Effectivement, oui, c'est tue les mouches. Question stupide. Donc si vous regardez au pied du champignon, normalement, vous avez des mouches. Donc si vous avez des mouches au pied du champignon, ne faites pas une omelette avec ce champignon, ces champignons. Faites attention. Mais il n'y a pas toujours des mouches. C'est ça le piège. Donc reconnaissez plutôt le champignon ou demandez à votre pharmacien. Ou apprenez à le reconnaître. La muscarine, c'est un des toxiques de la manite tue-mouche. Pourquoi ça s'appelle muscarine? Tiens, puisque vous êtes savant. Oui, parce que ça tue les mouches, mais pourquoi? Vous n'avez pas fait espagnol en deuxième langue? Bon, alors ceux qui ont dit oui, comment vite la mouche en espagnol? Eh ben voilà. Vous avez trouvé pourquoi ça s'appelle muscarine. Mosca, c'est la mouche. Bon. L'antagoniste, celui qui va bloquer le système muscarinique, le tandem agoniste-antagoniste, c'est, on va le voir, un produit qui s'appelle l'atropine. Je vous dirai pourquoi. Un médicament qu'on utilise pour bloquer le récepteur muscarinique, l'antagoniste. C'est l'atropine. Il faut absolument l'apprendre, tout ça. Je suis désolé. Vous avez une plante avec des petites baies rouges, bleues, violettes, enfin bon, on le reverra dans un instant. Si vous voyez ces baies, ne les mangez pas. Bon, vous êtes
Vous réfléchissez, mais un enfant peut les manger. Et il va s'intoxiquer avec l'atropine, il aura des effets terribles. Il peut même en mourir. D'où le nom Atropos, car Atropos était des trois parcs, celle qui coupait le fil de la vie. Pas de chance. On peut mourir en mangeant ça. Ne vous faites pas d'infusion de belladone, par exemple, ça serait très mauvais pour vous. Les récepteurs nicotiniques, agonistes acétylcholine bien sûr, mais aussi nicotine. Et les bloqueurs du récepteur nicotinique, ce n'est pas exactement les mêmes au niveau de la plaque motrice ou des ganglions, mais ça n'empêche que c'est quand même un récepteur nicotinique, je vous en dirai un mot. Eh bien, on peut bloquer ça avec les curares. Est-ce que vous avez regardé la 5 hier soir? Non, entre 8h30 et 9h. Il n'y a personne qui a regardé hier soir la 5e chaîne, avant Uranus. Voilà. Vous l'avez regardé ou pas, Uranus? Non plus. Vous travaillez? Oh, c'est formidable. Excusez-moi, je ne travaillais pas hier soir. J'avais corrigé beaucoup de copies le matin, un peu trop vite peut-être, mais... Parce qu'il y avait des Indiens d'Amazonie avec une sarbacane qui soufflait, qui poursuivait un petit singe qui était à 30 mètres de haut pourtant, et qui sont arrivés à le tuer avec une flèche empoisonnée par du curare, c'était bien expliqué. Et on voyait l'animal progressivement paralysé et qui est tombé. Et ils l'ont pris pour aller le manger. Et pourquoi on peut le manger alors qu'on injecte le produit qui tue? Comment se fait-il que... Mais parce que vous pensez qu'ils vont cuire le petit singe? C'est une idée. Si c'est thermolabile, la réponse serait juste. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas bête comme réponse. Mais on va dire qu'ils mangent le singe cru. 6 petites truites cuites, 6 petites truites crues. C'est dur à dire ça. Alors, essayez en attendant. Alors, pourquoi Parce que ça ne traverse pas la barrière digestive. C'est un composé extrêmement polaire, hydrosoluble, qui ne peut pas traverser. Donc, et c'est pour ça qu'il faut l'injecter, le curare. Si vous le prenez par la bouche, ça ne marche pas. C'est l'injection intramusculaire ou la flèche, si vous préférez. Comme dans Tintin aussi. Mais ça n'a rien à voir. Là, je suis en train de vous parler. Vous mélangez tout, là. Déjà, vous mélangez? Terrible. Là, je suis en train de vous parler des curares. Là, on est là, ici. Je ne vous parle pas de la muscarine. Là, au contraire, vous l'avalez. Vous l'absorbez très bien. Ne mélangez pas tout. On peut, alors, au niveau des ganglions, bloquer le récepteur nicotinique, ça se fait avec des composés qu'on appelle les ganglioplégiques. Je n'aurai pas trop l'occasion de vous en parler. Je vous dis juste que c'était des médicaments qu'on utilisait de mon temps, on va dire, c'est-à-dire il y a très longtemps, pour traiter l'hypertension artérielle, parce que ces médicaments-là bloquent tous les ganglions du système nerveux autonome, parasympathique, mais aussi sympathique. Et en bloquant notamment les ganglions sympathiques, ça effondre la pression artérielle. Il n'y a plus d'activité sympathique pour contracter les artères ou accélérer le cœur. Et donc les gens, ça leur faisait baisser la tension, mais seulement ils ne pouvaient plus se mettre debout. Bon, donc c'était quand même un traitement de l'hypertension qu'on a essayé de ne plus utiliser, qu'on a remplacé par d'autres. Synthèse de l'acétylcholine, on a des composés qui entrent en compétition avec la choline pour entrer dans les terminaisons et qui bloquent donc la synthèse d'acétylcholine. On a des médicaments qui bloquent de manière réversible ou pas l'acétylcholinestérase. On a notamment l'ésérine, un alcaloïde extrait de la fève d'un petit arbuste qui s'appelle le calabar, ou bien des antagonistes irréversibles de l'acétylcholinestérase, qui vont empêcher son hydrolyse. Et c'est du reste le principe actif de nombreux insecticides, mais aussi de certains gaz de combat. La libération de l'acétylcholine peut être affectée par différents produits, par exemple la toxine botulique, qui peut aussi bloquer la sortie de l'acétylcholine et aboutir à une paralysie, mais par un mécanisme différent des curares. Hop, ça marche. Juste la toxine botulique, pour vous dire que si ça vous paraît quelque chose de terrible de bloquer les transmissions
d'empêcher l'acétylcholine de sortir de sa terminaison, car vous allez vous retrouver paralysé. Vous allez dire que vous pouvez en mourir. Si vous ouvrez une vieille boîte périmée de conserve qui est bien bombée et que vous mangez tout ça, vous allez absorber la toxine botulique, qui est un neurotoxique extrêmement puissant. Vous vous retrouvez paralysé avec la paralysie respiratoire et l'asphyxie, et vous pouvez en mourir. Donc c'est extrêmement grave. Seulement, comme toujours, c'est grave quand c'est pour tout l'organisme, mais ça peut être utile pour certains territoires musculaires. C'est ainsi que dans le strabisme, si vous louchez, ou bien même quand vous avez des rides, on peut vous dérider en quelque sorte avec la toxine botulique, et le Botox n'agit pas autrement que cela. Alors là, on vous montre une jolie jeune femme qui est manifestement pas ridée, mais si vous êtes ridé, fripé, on peut vous injecter là où il y a des ridules liées à la contraction de muscles de la face, ce produit qui agit de manière irréversible, toxique, et qui va donc faire disparaître ces rides. C'est pour vous dire que ça peut servir quand même. Récepteur muscarinique d'abord, et après on verra la nicotinique. La muscarine extraite de l'amanite tue-mouche, mais vous avez d'autres toxiques, bien sûr, dans cette amanite. Si on vous parle d'amanite phalloïde, ça n'a rien à voir, hein, n'en mangez pas non plus. Phalloïde en forme de phallus, donc vous imaginez la forme. Ça contient un autre produit toxique pour le foie. Hein. Ça n'a rien à voir avec la muscarine. Les champignons peuvent tuer, mais de différentes manières. C'est comme les serpents. Il y a différents venins. Ah, ça ne marche plus. Voilà, il faut un geste. Le bloqueur, l'antagoniste, si vous avez une intoxication à la muscarine, vous ouvrez votre trousse de médecin et vous sortez l'ampoule salvatrice d'atropine, qui est l'antagoniste. Ça n'empêche que l'atropine en soi est extrêmement dangereuse, bien sûr. Mais si vous injectez de l'atropine après une omelette d'amanite tue-mouche, vous allez sauver la personne. Et vous imaginez tous les symptômes qu'elle va avoir. On va en parler dans un instant. C'est l'intoxication muscarinique, c'est les effets de l'activation du parasympathique. Vous activez les récepteurs muscariniques présents sur les organes effecteurs. Ce produit-là est antagoniste, il est extrait de la belladone. Vous connaissez le nom parce que belladonna, là c'est plutôt vos références à l'italien, si vous avez étudié l'italien, mais même sans l'avoir étudié, vous devinez ce que ça veut dire, parce qu'en fait ça dilate la pupille, ça fait des beaux yeux, une petite infusion de belladone dans le coin de l'œil, et hop, la pupille s'ouvre et les femmes sont plus belles, si nécessaire. Et on en extrait l'atropine. Très toxique l'atropine, hein. Ça vient des baies, mais c'est aussi présent dans la fleur et les feuilles, etc. Il faut vraiment appuyer. Le récepteur muscarinique, un récepteur à 7 domaines transmembranaires, protéine G, second messager et des effets. Alors dans les effets, ce qui est intéressant dans le parasympathique, c'est que vous avez plusieurs types d'effets, certains, et c'est logique, on a toujours envie de penser qu'activer un récepteur génère de l'excitation et un effet positif. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il faut que vous arriviez à penser qu'on peut activer un récepteur et générer une action négative. Par exemple, relâcher quelque chose ou ralentir. C'est possible qu'en activant, vous génériez un effet négatif. Donc ça, c'est à concevoir. Et dans le système parasympathique, on va voir qu'il y a des effets de type excitateur et d'autres effets de type qu'on pourrait appeler inhibiteur. Pour vous dire que la réalité est compliquée, mais ça, je ne vous poserai évidemment pas ce genre de questions réservées aux spécialistes, pour vous dire quand même que la réalité est complexe et on en a besoin. On a vraiment besoin que ça soit compliqué. Parce que ça nous rend service en pharmacologie quand le système se complexifie. Imaginez que vous mettiez un médicament qui active ou qui bloque tous les récepteurs muscariniques. Eh bien, vous auriez tous les effets de l'activation ou du blocage des récepteurs muscariniques. Mais par chance, les récepteurs varient légèrement d'un organe à un autre, légèrement différents. Et le clonage confirme que c'est bien
une composition différente qui aboutit à une structure légèrement différente. Et de fait, connaissant les sous-types de récepteurs, vous arrivez, par la recherche, à développer des médicaments spécifiques d'un type gastrique de récepteur muscarinique. Si par exemple vous sécrétez trop d'acide, à une époque on a utilisé la pyrinzépine qui bloquait la sécrétion acide de l'estomac sans avoir d'effet sur le cœur. Vous pouvez chercher un médicament qui agit purement sur le cœur pour le ralentir ou l'accélérer, sans avoir d'effet sur l'estomac, sans avoir d'effet sur les vaisseaux ou le striatum, si vous avez besoin de soigner un parkinsonien, etc. Donc ça, c'est pour vous dire que les sous-types de récepteurs, ce n'est pas juste pour embêter les étudiants. Ça sert à quelque chose qu'ils soient différents. Parce qu'on arrive à avoir des composés plus sélectifs d'un type, d'un sous-type ou d'un autre. Mais je dis bien d'un sous-type ou d'un autre et pas d'un type ou d'un autre. Parce que la différence entre le récepteur muscarinique et nicotinique est considérable. Ils sont très différents, même si l'acétylcholine active les deux. Alors que lorsqu'on parle de sous-types de récepteurs, ils sont tout de même voisins. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que lorsqu'on fabrique un médicament qui agit sur un sous-type de récepteur, on est peut-être, comme on le dit, spécifique, sélectif, tout ce qu'on veut, mais jusqu'à un certain degré. Si on augmente la concentration du médicament qu'on met dans le système, vous n'activerez plus ou ne bloquerez plus que le M2, vous aurez les autres sous-types de récepteurs affectés également. Donc vous comprenez que là on rentre dans la finesse, mais c'est quand même intéressant. Alors l'action au niveau des différents organes qu'on va voir, il y a le cœur qui nous intéresse, les vaisseaux, les bronches, l'estomac, la vessie, les glandes et l'œil. Au niveau du cœur, on va voir que le cœur est ralenti par l'acétylcholine. Et on parlera des vaisseaux, mais regardez cette particularité du tableau, juste ça pour l'instant. Je vous mets que les produits qui stimulent les récepteurs muscariniques, directement, comme la muscarine, ou indirectement, comme des inhibiteurs d'acétylcholinestérase qui génèrent une augmentation de l'acétylcholine présente dans le milieu. Je mets par exemple bradycardie, tachycardie. Et puis là, je vous mets vasodilatation et un trait rien. Et ça, je vais essayer de vous l'expliquer, mais c'est un peu délicat. On essaiera. Et on va commencer par ça. Quand vous mettez un composé qui reproduit les effets de l'acétylcholine dans la circulation, et ça, les Quimpérois, qui font l'IUT de génie biologique, le savent. Quand on injecte de l'acétylcholine, et j'ai eu une fois, je présentais ça, parce que j'avais trouvé ça sur Internet, et en master l'année dernière, à une étudiante qui s'appelle justement Cindy Guéguen, un nom breton, excellente étudiante au demeurant, et à la fin du cours, elle est venue me dire que justement, elle avait suivi l'IUT de Quimper, et qu'elle allait en parler à sa prof, que c'était sympa et tout. Et en fait, c'est une excellente étudiante qui est actuellement en thèse et qui avait justement suivi cette IUT. Donc c'était amusant que je parle d'une chose qu'elle avait faite, effectivement, en cours, en enseignement pratique, TP. Donc quand vous injectez un produit qui reproduit les actions de l'acétylcholine, la pression chute. Alors, ça peut être l'acétylcholine, mais il faut dire que l'acétylcholine est vite dégradée dans la circulation parce qu'il existe ce qu'on appelle des pseudocholinestérases qui dégradent l'acétylcholine. Des médicaments qui détruisent des enzymes qui détruisent l'acétylcholine. Mais dans ces cas-là, on peut injecter de l'acétylcholine avec les érines, par exemple, l'inhibiteur de l'acétylcholinestérase. Ou on peut mettre un produit qui n'est pas dégradé par ces enzymes. Bref, si on met de l'acétylcholine dans la circulation, pour simplifier, la pression chute. Et on l'a même utilisé en médecine dans les artérites. On injectait dans l'artère des produits qui avaient cette action de dilater les artères. Moi, je l'ai fait faire aussi à une étudiante de première année de master chez des souris. La pression chute et vous voyez au passage que le cœur ralentit, on y reviendra. On a fait des relations dose-effet, mais on n'a pas compris pourquoi, jusqu'à tout récemment, pourquoi la pression chutait. Et il faut dire que ça ne chutait pas dans toutes les conditions. Quand on avait malmené l'artère, cette vasodilatation,
disparaissait. On avait la pression qui chutait, on en prenait un bout et on étudiait la relaxation de l'artère avec des composés cholinergiques, agonistes si vous préférez, des récepteurs cholinergiques, ou pour donner un synonyme, agissant comme l'acétylcholine, ou cholinomimétique, vous voyez tout ça, il y a 50 synonymes, donc si je passe de l'un à l'autre, il faut que vous arriviez un peu à suivre, je reconnais que c'est difficile. Mais quand l'artère est malade, on va dire, elle ne se dilate plus avec l'acétylcholine. Pourquoi? Je vous pose la question pour voir si vous avez déjà entendu parler. Oui, dites-moi, il y a quelques bouches qui... Vous avez fait quelques mouvements labiaux. Ça n'avait rien à voir? Ou c'était ça? Vous voulez le dire? Libération de NO. Vous voyez, c'est parfait. Elle est parfaite. L'acétylcholine fait libérer du monoxyde d'azote par quoi exactement? Par quoi? Excusez-moi. Vous pouvez le dire, j'entends pas. L'endothélium, merci. L'endothélium. Et donc, quand l'artère est malade, quand vous l'avez érodée, vous avez enlevé l'endothélium, elle ne se dilate plus. Donc, il y a eu des gens qui ont travaillé là-dessus. C'est qu'en 87 qu'on a compris comment fonctionnait le système. Donc, je ne vous fais pas d'historique. Avant, on l'appelait l'endothélium Derived Relaxing Factor. Et c'est Robert Furchgott qui avait choisi Relaxing Factor pour mettre ses initiales, RF. Vous voyez où on place sa vanité, dans des petites choses comme ça. Discrètement, mais efficacement. Alors l'endothélium, cette monocouche, à l'intérieur de l'artère, joue ce rôle crucial d'intermédiaire entre le sang et les fibres lisses. Alors c'est là qu'il faut réfléchir un tout petit peu. Je vous donne la solution, mais il a fallu 30 ans pour comprendre comment ça fonctionnait. Surtout que le NO est un gaz, donc ça a une demi-vie extrêmement brève, et on n'arrivait pas à le doser, évidemment, puisqu'il est volatile. Donc il y a le sang qui frotte l'endothélium. Quand ça frotte un peu, ce qu'on appelle les forces de cisaillement, ça fait aussi libérer du monoxyde d'azote. Mais il y a certains médiateurs présents dans le sang qui font sortir le monoxyde d'azote. Alors quand je dis sortir, ça ne préjuge pas du sens de sortie. Ça va vers la paroi, mais ça va aussi vers le sang, où ça a d'autres actions sur la coagulation notamment. Mais ce monoxyde d'azote qui sort du côté de la paroi, de la partie médiane, qu'on appelle la média, faite de fibres lisses qui sont tout autour des artères, va agir sur cette média et la faire relâcher. Et donc ce n'est pas l'endothélium, ce n'est pas l'acétylcholine qui agit directement. Quand l'acétylcholine active ce récepteur cholinergique présent sur l'endothélium, le monoxyde d'azote va aller relâcher les fibres lisses. Mais ce récepteur sensible à l'acétylcholine n'est pas physiologiquement activé parce qu'il n'y a pas d'acétylcholine circulante. Il n'y a pas d'acétylcholine circulante, elle est dégradée, je vous l'ai dit. Elle est déjà dégradée au contact de son récepteur par l'acétylcholinestérase. Et si, par malheur, une molécule d'acétylcholine passait dans la circulation, les pseudocholinésterases plasmatiques se chargeraient de l'hydrolyser. Donc il n'y a pas d'acétylcholine dans le sang. Vous ne la doserez jamais. C'est au niveau des organes, innervés par les voies cholinergiques. Et donc, si vous mettez un bloqueur type atropine, des récepteurs muscariniques, qui en l'occurrence sont présents sur l'endothélium, il ne se passera rien, puisque ces récepteurs sont là, mais en quelque sorte, comme on les appelle parfois, orphelins, non activés. Ils sont présents, mais ils ne font pas libérer du NO par ce mécanisme-là, puisqu'il n'y a pas d'acétylcholine dans le sang. Si vous mettez un agoniste cholinergique, là, effectivement, ça libère du NO. C'est pour ça que sur le tableau de tout à l'heure, vous aviez un effet avec les agonistes muscariniques de vasodilatation, mais aucun effet avec les bloqueurs. Vous comprenez ça? Si vous avez compris, c'est bien, c'est dur à expliquer. Bon, ça, c'est ce que je viens de vous dire. Ça, on le reverra à propos du NO. Alors, le cœur, il y a une fréquence propre au cœur, ce qu'on appelle la fréquence intrinsèque. Si je vous prends votre cœur, je le mets dans un bocal, il bat. Il y a une fréquence de dépolarisation diastolique lente au niveau du nœud sinusal, du pacemaker. C'est une fréquence propre au cœur. Mais vous avez par-dessus une composante d'accélération, je la mets en rouge volontairement, l'activité sympathique, cardiaque, qui accélère le cœur par la noradrénaline, et l'activité du vague, qui vient ralentir le cœur.
qui interagit avec le nœud sinusal. Le vague a aussi une projection cardiaque, on en a parlé tout à l'heure, ça vient sur le nœud sinusal, ça fait ralentir le cœur, ça amène la fréquence vers le bas. Et c'est la somme de ces trois éléments qui donne une fréquence qui est variable suivant les conditions et les médicaments que vous pouvez absorber. Alors, le cas de la transplantation cardiaque, ce n'est pas le cœur dans un bocal, c'est le cœur dans le corps d'un autre. On vous enlève votre cœur et on le réimplante, enfin pas à vous, mais à quelqu'un en état de mort cérébrale, on l'implante et le greffon bat à sa fréquence propre, qui n'est pas la fréquence très variable du sujet en bonne santé. On avait fait ce travail il y a bien longtemps avec Isabelle Constant. La fréquence spontanée du cœur va dans tous les sens. Ça monte et ça descend. Ça peut augmenter, ça peut diminuer. En l'occurrence, c'est assez structuré parce que vous avez des effets d'accélération et de ralentissement déjà suivant le cycle respiratoire, suivant l'activité sympathique. Mais en tout cas, ça n'est pas une horizontale. Le cœur varie, sa fréquence varie à chaque instant, à la limite à chaque battement, à l'extrême. Mais quand vous prenez un transplanté, là on était à Necker, donc c'était en cardiopédiatrie, la fréquence est fixe. Quand on vient de transplanter le cœur, la fréquence du greffon ne bouge plus. Ce qui vous indique déjà, indirectement, que si la fréquence variait dans tous les sens, c'était grâce à l'innervation du cœur, au sympathique cardiaque et aux vagues, et à leur projection sur le nœud sinusal. De façon intéressante, on avait pu voir que plusieurs années après la transplantation, et on le vérifie chez l'adulte, on m'a envoyé un patient pour ça encore la semaine dernière, adulte, au bout de plusieurs années, de façon assez passionnante, et qui fait un peu rêver même, celui qui a reçu le cœur aussi, il y a une sorte de réinnervation du cœur transplanté qui se met aussi à avoir des fluctuations de fréquence, une sorte de réinnervation, et on peut le vérifier si on fait des scintigraphies, si on fait d'autres mesures. On peut vérifier que le cœur se réinnerve. Alors le nœud sinusal, dans la paroi de l'oreillette droite, reçoit donc des afférences du parasympathique et du sympathique. Un pour accélérer, un pour ralentir. Le frein, c'est le parasympathique. Comment je peux poser ça? Si je vous donne par exemple de l'atropine, comment varie votre fréquence cardiaque si vous êtes couché? Qu'est-ce que vous dites? J'ai entendu quelque chose. Oui, dites plus fort ce que vous avez dit. Couché, ça fait? Attends, excusez, rien du tout, c'est bien ça que vous avez dit. Ouh. C'est l'inverse. Je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai fait répéter, j'avais très bien entendu. Je la connais, donc je me permets une petite... Le vague ralentit. On est très vague, je vous ai dit, quand on est couché. Il y a beaucoup d'activité vagale. Donc si je bloque le vague, j'aurai un effet plus grand. Si j'appuie à fond sur le frein, qui est le vague, qui ralentit le cœur, si je donne l'atropine qui bloque les effets du vague, je lève le pied du frein et j'accélère. Vous me suivez? Oui? C'est juré? Bon, comme ça je vous pardonne. Inversement, si vous courez, vous êtes en pleine activité, et je vous donne de l'atropine, est-ce que votre cœur s'accélère? Oui ou non? Non, voilà, c'est logique. Parce que là, vous n'avez pas d'activité vagale quand votre cœur est rapide. Donc c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand vous avez une fréquence cardiaque ou l'activité d'un système, quand on parle de système nerveux végétatif, il y a toujours un équilibre entre le frein et l'accélérateur. Si vous ralentissez, comme la nuit, vous avez le pied sur le frein et vous n'accélérez pas. Si je vous donne un bêta-bloquant, le cœur ne se ralentira pas. A l'inverse, quand vous courez, que vous avez une activité sympathique qui vous accélère très forte, mais pas d'activité vagale, si je vous donne de l'atropine, ça ne fait rien. Si je vous donne un bêta-bloquant, ça ralentit. Vous ne pourrez même pas vous accélérer à l'effort. Donc ça, il faut que vous le compreniez absolument. Les effets des bloqueurs, des antagonistes, dépendent de l'état d'activité du système que vous bloquez. La pharmacologie, c'est ça aussi. Quand on est in vivo, il faut savoir dans quel état se trouve le récepteur. Parce que si vous le bloquez, vous pouvez ne pas avoir d'effet. Ça ne veut pas dire que votre produit que vous administrez est inactif.
Pourquoi ça ralentit l'acétylcholine? Parce que ça diminue le potentiel des cellules sinusales du pacemaker. Autrement dit, la pente de dépolarisation diastolique lente n'est pas modifiée, mais le temps pour atteindre le seuil est prolongé, puisqu'on va atteindre le même seuil pour la propagation du potentiel d'action. Donc ça veut dire que le cœur se ralentit. Quand on active trop le vague, on peut même avoir un arrêt cardiaque en diastole. Le cœur peut s'arrêter. Est-ce que vous pensez que ça arrive souvent? Que le cœur s'arrête? Oui. Mais enfin, quand ça dure trop longtemps, c'est pas normal. Là, c'était une jeune fille qu'on avait enregistrée, qui avait 17 ans et demi quand on l'a enregistrée. Elle était en classe encore de première, ce qui me semble être un petit retard. Et à peu près 5-6 fois par jour, sa tête tombait, soit sur ses cahiers, ce qui faisait des pâtés, donc on peut lui pardonner, soit dans la soupe, etc. Donc la cardiopédiatre qui la suivait depuis un petit moment, elle avait envoyé. Et voilà son enregistrement, l'électrocardiogramme, la fréquence cardiaque calculée, la pression artérielle. Et là, les mouvements respiratoires. Si vous regardez bien cet ECG, cet électrocardiogramme, vous observerez que les complexes QRS sont de plus en plus larges. Et puis, il y a un arrêt qui dure quand même une petite quinzaine de secondes. C'est pas mal quand même. Donc, le cœur s'arrête 15 secondes. Et puis après, ça repart. Et puis après, même, c'est un peu plus rapide. Bon, l'inverse de la période cardiaque, c'est une fréquence. On voit que la fréquence diminue, puis passe à zéro. La pression artérielle, de la même façon, va s'effondrer. Là, il y a une recalibration du système. Et comme la pression s'effondre, eh bien, le cerveau n'est pas perfusé. Et si le cerveau n'est pas perfusé, ou une perception de trou noir, ce qui vous arrive quand vous vous dressez brutalement ou vous mettez debout très vite, mais là, comme ça dure longtemps, il y a une perte de connaissance. Elle continue à respirer, mais ça ne sert pas à grand-chose puisque le sang ne circule plus. Et quand elle reprend, quand son cœur se remet en activité, elle se met à respirer de façon plus profonde et plus rapide, elle reprend sa conscience et elle réoxygène son sang. Bon, ça, c'est typiquement ce qu'on appelle la syncope vagale. Et quand vous serez médecin, vous utiliserez vraiment très largement ce diagnostic de syncope vagale sans avoir toujours pensé à prendre la fréquence cardiaque qui doit être très basse et à l'extrême à l'arrêt dans les syncopes vagales. Vous avez même des cardiologues, enfin je ne devrais pas le dire, c'est enregistré, qui peuvent vous envoyer des patients pour syncope vagale, qui est une sorte de cache-misère, ce diagnostic, et qui vous précise que pendant la syncope, le cœur battait à 130. C'est absolument l'inverse. Si le vague est en jeu, c'est une activation du vague qui ralentit le cœur et qui le fait s'arrêter. D'accord? Donc il ne faut pas dire l'inverse. Quand on met un agoniste cholinergique, métacholine qui agit comme l'acétylcholine, vous avez la pression qui chute, ça relâche, mais vous avez aussi le cœur qui se ralentit. Ça, c'est donc deux actions de l'acétylcholine, ralentir le cœur et relâcher les artères. Le ralentissement cardiaque, si vous avez des étudiants consciencieux, vous pouvez leur faire des relations dose-effet avec des doses croissantes de votre agoniste et ils obtiennent une très jolie sigmoïde en forme de S, mais plutôt inversée dans le cas présent, avec un ralentissement dépendant de la dose. Et c'est une échelle semi-logarithmique en abscisse, le cologarithme de la concentration. Et voilà une belle sigmoïde. Alors, notez quand même qu'on ralentit le cœur jusqu'à 500 ou 550 battements par minute. Je vous rassure, il s'agit de souris qui battent très vite. Donc, quand on bat à 500-600, on peut le mettre à l'arrêt, mais l'échelle, si c'était l'homme, avec un agoniste cholinergique, serait différente, bien sûr. Plus on est petit, plus on bat vite, plus on est gros, plus on bat lentement. Ce n'est pas très compliqué. Et il y a une relation entre le poids et là. Bon, ça va passer. C'est juste pour vous dire qu'on fait des choses savantes, ça, c'est pas la peine. Le poumon maintenant. Donc on a vu le vaisseau, on a vu le cœur. Quelques mots des bronches. Alors l'acétylcholine, ça contracte les bronches. Pensez à notre sujet, l'homme préhistorique, dans sa caverne. Il n'a pas besoin d'avoir les bronches dilatées.
il ne va pas faire d'effort, il n'a pas besoin de faire rentrer beaucoup d'air. Il respire lentement, ce n'est pas la peine qu'il se fatigue. Ses bronches sont contractées. Mais il y a des cas où peut survenir un bronchospasme, à l'origine même d'une crise d'asthme. Les bronches se mettent à siffler, les sibilants. Ça ressemble à des miaulements. Eh bien, c'est quand vous avez des poussières ou des réflexes, que vous inhalez quelque chose d'assez toxique. Ça peut arriver, par exemple, au bloc opératoire. Vous allez opérer quelqu'un et il fait un spasme bronchique et laryngé. C'est grave parce qu'après, on ne peut plus l'intuber s'il est déjà endormi. Donc c'est pour ça que souvent, on injecte de l'atropine avant une intervention. Ça évite cette réaction, ce réflexe qui démarre par de l'inhalation de produits irritants, on va dire, avec, pour référence, l'activation du vague qui génère une contraction des bronches. Or, les bronches, il y a de l'air au centre, il y a un peu de cartilage ou pas, et des fibres musculaires lisses circulaires. Donc, il ne faut pas confondre les bronches et les vaisseaux, mais parfois, on parle des vaisseaux qui irriguent les bronches. Donc, il ne faut pas trop se mélanger les pinceaux. Là, on parle des bronches, c'est ce qui nous intéresse pour l'asthme. Donc parfois, en prémédication anesthésique, on injecte de l'atropine pour empêcher ce réflexe vagal. Si vous administrez un agent muscarinique, vous l'inhalez, eh bien vous faites un bronchospasme. Et moi, je peux dire merci à la métacholine, puisque c'est entre autres grâce à ce produit que j'ai pu être réformé, puisque j'ai fait une bonne crise avec ce dérivé cholinergique. Bon, il y avait d'autres raisons pour l'être, puisque je suis P5. Mais bon, en tout cas, merde, c'est enregistré. Je vais en faire attention. P5, c'est irrécupérable, même s'il y a une attaque guerre mondiale, je reste avec les femmes. J'espère. Sauf si on les appelle, évidemment, à ce moment-là, je suis. Mais je serai dans la musique, je suis sûr, derrière. Sauf si on m'envoie au front pour stimuler les troupes, comme ça se faisait en 1940 avec l'armée américaine et les bons rockers qui venaient les stimuler, ou le groupe de Reventura. Alors, donc bronchospasme. Donc, l'agoniste muscarinique est utilisé comme test, justement, pour voir si vous êtes sensible aux agonistes cholinergiques. Ça peut vous déclencher une crise. Et de façon intéressante, les asthmatiques ont un seuil différent des sujets sains. Ils sont sensibles à des doses plus faibles de ces agents qui engendrent des spasmes bronchiques. Pas seulement les agonistes muscariniques, mais tous, dont l'histamine, qui a donné son nom à asthme, accessoirement. Histamine, ça a donné le nom asthme. Alors ça marche comme ça. Vous avez le nerf cholinergique, on est dans la voie vagale, qui vient au contact des fibres musculaires lisses bronchiques. Là, il n'y a plus d'endothélium, de choses comme ça. Bien qu'il y ait un épithélium bronchique, mais c'est un autre problème. La fibre vagale libère l'acétylcholine qui active un récepteur. Et l'activation de ce récepteur génère la contraction de la fibre musculaire lisse. L'acétylcholine active un récepteur du type muscarinique. Quand on donne un bloqueur muscarinique, les bronches se dilatent. C'est parfait. Et en plus, autre avantage, les glandes bronchiques sécrètent moins. Ça assèche les bronches. Autre avantage, parce que dans l'asthme, il n'y a pas que le bronchospasme, il y a l'inflammation, mais il y a aussi la sécrétion bronchique, le mucus qui envahit les bronches, qui peut les obstruer même, surtout dans des cas de surinfection et d'asthme grave et d'état de mal asthmatique. Bon. Alors, l'acétylcholine, donc, on peut la bloquer avec des agents de type atropinique. Seulement, ça ne marche pas très longtemps, ces produits. Parce qu'en même temps qu'ils bloquent ce récepteur qu'on va appeler post-synaptique, situé sur la fibre bronchique, ils bloquent aussi un récepteur présynaptique, qui, lui, agit dans un mécanisme de rétrocontrôle. Alors, je commence à parler de ça. Quand l'acétylcholine est libérée, elle agit de l'autre côté de la synapse, mais elle peut aussi agir sur un récepteur de type muscarinique présent sur la terminaison, ce qu'on appelle aussi des autorécepteurs, et qui freine la libération d'acétylcholine.
Donc si vous mettez un atropinique, vous allez bloquer tous les récepteurs muscariniques. L'atropine n'est pas sélective. C'est un bloqueur muscarinique non sélectif. Ça bloque M1, M2, M3, M4, M5 et ça va jusqu'à M9 ou plus si ça a évolué ces derniers temps. Eh bien, en même temps que ça bloque le récepteur postsynaptique, ça va bloquer le présynaptique. Et si on bloque le présynaptique qui normalement freine la libération d'acétylcholine, l'acétylcholine est plus libérée. Ce qui veut dire que l'effet de blocage postsynaptique s'estompe par compétition entre l'acétylcholine et le bloqueur muscarinique réversible. Vous avez compris ça? Oui? Tout le monde? Y en a-t-il qui n'ait pas compris? Oui ou non? Non? Donc tout le monde a compris. Hein, c'est comme les QCM. Tout le monde n'a-t-il pas compris? Voilà, vous pouvez répéter. D'accord, merci. Très bien. C'est bien parce qu'au moins vous le dites et je vous en remercie. Dans le domaine cholinergique, comme dans le domaine noradrénergique, le médiateur agit de l'autre côté de la synapse. Mais sur les terminaisons concernées, vous avez plein de récepteurs, et c'est là qu'intervient la notion de modulation de la transmission. Ces récepteurs peuvent jouer comme frein ou comme activateur de la transmission. Ici, l'acétylcholine freine sa propre transmission, sa propre libération. C'est intéressant parce que quand vous libérez des quantités de médiateurs, c'est bien d'avoir un système qui vous évite le gaspillage en quelque sorte. Vous libérez beaucoup d'acétylcholine, vous freinez la libération d'acétylcholine. Je vous ai dit que ça déclenchait un bronchospasme. Donc en donnant un médicament qui bloque les récepteurs muscariniques, type atropine, vous allez récupérer du relâchement. Vous allez perdre cet état de contraction des fibres bronchiques et donc l'air va bien rentrer dans vos poumons. Et bien en sortir aussi, ce qui est aussi peut-être encore plus important. Mais seulement en bloquant ce récepteur-là, vous bloquez ce récepteur qui normalement sert de frein à la libération. Si vous bloquez un récepteur qui sert de frein, vous levez le pied d'un frein et hop, l'acétylcholine sort en quantité. Et dans ce cas-là, si elle sort en quantité, l'effet du blocage postsynaptique va disparaître par simple compétition entre l'acétylcholine et l'antagoniste. Ce qui explique que ces médicaments-là ne soient pas très actifs dans les traitements chroniques. Je vais passer là-dessus, puisque je viens de vous le dire. Je vous ai mis quelques noms. Atrovan, Tersigate. Atrovan, c'est quand même évocateur comme nom, hein, on l'avait dit. Atropine et vent, ça va. Ipratropium, c'est plus dur à retenir, c'est sûr. Je passe là-dessus. Le pipi. Enfin bon, je ne voulais pas que je dise comme ça. Pour le reste, on dit, quand on est savant, les fesses. Et puisque ça vous fait sourire, mon premier cours de pharmaco, j'ai appris ce que voulait dire le mot fesses, parce qu'un étudiant qui devait très bien savoir ce que ça voulait dire avait levé la main et avait demandé à mon premier professeur de pharmaco ce que voulait dire le mot fesses. Et il s'en est bien tiré par une jolie pirouette. Il a dit, écoutez, prenez un dictionnaire et regardez à la table des matières. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Non, pas vous. Bon, d'accord. Excusez-moi, je trouvais ça drôle. Bon, je suis déçu. Les fesses. Bon. Il nous expliquait à l'époque la coloration des fesses et des urines par la rifampicine, en orangé. C'est joli quand même. Ça fait rêver. Alors, le parasympathique qui innerve la vessie, intervient dans la contraction de ce muscle, qui est un muscle lisse, qu'on appelle aussi le détrusor. Quand la vessie se contracte, ça permet d'ouvrir la base de la vessie et de former ce qu'on appelle l'entonnoir prévésical. Et là, vous pouvez faire pipi correctement. Or, les femmes n'ont pas trop de problèmes de pipi, c'est plutôt l'inverse. L'urètre est court, ça va tout seul. Nous, c'est quand même plus gênant. Déjà, c'est plus long, l'urètre, comme vous l'imaginez. Et en plus, on a la prostate, qui, avec l'âge, prend du volume. Les PSA qui augmentent avec le temps, proportionnellement à la taille de la prostate, qui finit par faire 30, 40, 50 grammes, énorme. Et ça bloque, et à ce moment-là, on se fait
pipi dessus, on a du mal à vider la vessie. Et donc la contraction par l'effet de l'acétylcholine est cruciale, surtout chez l'homme. Si vous donnez un composé atropinique, c'est la rétention assurée. Alors quand je dis un composé atropinique, vous vous dites, j'ai parlé que de l'atropine. Alors vous imaginez que la seule façon d'avoir de l'atropine, c'est de manger des baies de belladone. Non, non, pas du tout. Il y a beaucoup de médicaments qui, dans leur spectre d'action, dans leurs effets, ont des effets de type atropinique. Que ce soit dans le domaine de la cardiologie ou de la psychiatrie, vous avez des médicaments qu'on prescrit pour une action particulière, mais c'est bien indiqué, vous l'apprendrez dans le Vidal et vous finirez par en connaître beaucoup, des médicaments qui, dans leur spectre d'action, ont des effets de type atropinique, c'est-à-dire qui, malgré eux, et on ne le voudrait pas, mais c'est comme ça, c'est une de leurs propriétés, ils bloquent le récepteur cholinergique de type muscarinique. Et donc le risque, évidemment, c'est de donner à un vieil homme ce médicament avec une rétention qui peut survenir si on perturbe sa vidange vésicale, sa miction. Issue de la moelle sacrée, hein, on l'a vu. L'œil, maintenant, il y a des erreurs au passage dans Wikipédia, ne prenez pas ça comme... Bon, c'est peu de choses, mais j'ai trouvé ça, alors je voulais signaler. L'œil. L'œil reçoit une innervation du parasympathique. Des fibres qui vont notamment régler la sécrétion de l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse qui passe de la chambre postérieure de l'œil à la chambre antérieure de l'œil, c'est devant le vitré, devant le cristallin, c'est le liquide. Et quand il y a trop de liquide, l'œil gonfle, ça fait mal et ça s'appelle le... Oui, le glaucome. J'ai attendu longtemps quand même. Le premier qui a buzzé, c'était seulement au bout de 2 secondes. C'était une en plus. Ça fait mal, l'œil est dur comme une bille. Alors soit on fait un petit trou, une iridectomie, soit on améliore la résorption de l'humeur aqueuse par les petits canaux, les trabéculums, qu'on appelle les canaux de Schlemm. Vous avez appris ça en histologie? La résorption de l'humeur aqueuse? Oui, dans la chambre antérieure de l'œil. Entre l'iris et le... Alors je vous l'ai dessiné, moi, pour que vous compreniez peut-être mieux. L'humeur aqueuse est sécrétée par les procès ciliaires, derrière l'iris. C'est la chambre postérieure de l'œil. L'humeur aqueuse progresse, passe par la pupille, le petit trou, et c'est résorbé au niveau de ces petits canaux, les canaux de Schlemm, qui sont éventuellement trop fibreux chez les glaucomateux. On traite le glaucome en réduisant éventuellement la production d'humeur aqueuse. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'iris est fait de 2 muscles, un sphincter circulaire et un muscle radiaire qu'on appelle le dilatateur. Quand vous réduisez la taille de la pupille, un effet de type myotique, ce qu'on observe avec l'activation du parasympathique, et cette voie-là est véhiculée par le moteur oculaire commun, la 3e paire crânienne, vous agissez sur le sphincter, ça contracte le sphincter, le vague, l'acétylcholine. Mais en serrant, en fermant la pupille, ça ouvre cet angle. Ça améliore la résorption de l'humeur aqueuse. C'est intéressant, chez les glaucomateux notamment. On donne des composés myotiques pour réduire la taille de la pupille quand on a un glaucome. Et on réduit la formation d'humeur aqueuse. Et il y a une autre action du vague qui est d'agir sur ces muscles, ces petits muscles qui soutiennent le cristallin. Vous avez un ligament qu'on appelle le ligament suspenseur du cristallin, qui ajuste la taille du cristallin, qui est une lentille. Quand c'est tiré par le haut et par le bas, la lentille est plate. Quand ça relâche, la lentille est ronde. Et donc, la convergence change. Eh bien, ces petits muscles sont sous la commande du parasympathique. Ce qui veut dire que si vous les paralysez, vous ne pouvez plus ajuster. Donc, si vous donnez, que se passe-t-il si vous donnez de l'atropine? Peut-on déjà imaginer que vous ayez pris de l'atropine simplement en vous regardant? Oui, les pupilles sont plus larges. Il y a une mydriase.
et d'autre part, une paralysie de l'accommodation. Vous ne pouvez plus accommoder. Donc si on vous a mis dans les yeux une goutte qui dilate les yeux pour regarder le fond d'œil, par exemple, du midriaticum au hasard, comme son nom l'indique, vous avez la pupille bien ouverte, comme les belles femmes d'autrefois, les belladonnes, et la belladone, et vous avez en plus beaucoup de lumière qui rentre puisque l'œil est ouvert, ça vous éblouit, et vous ne pouvez plus accommoder, vous ne voyez plus, donc ne rentrez pas chez vous en voiture, par exemple. Si vous êtes allé faire un fond d'œil et qu'on a utilisé un composé midriatique, ce qu'on peut éventuellement éviter aujourd'hui. Les sécrétions, les glandes exocrines sécrètent, il y a un récepteur muscarinique avec l'acétylcholine, un ultrafiltrat est produit, par exemple de la salive, vous bavez grâce au parasympathique. Il n'y a pas que les sécrétions salivaires, il y a les sécrétions oculaires, les larmes. Il y a aussi la sueur, c'est très important, notamment dans la thermorégulation, où vous avez des gens qui suent trop aussi, ou qui bavent trop, etc. Qui pleurent trop, bon, ça c'est moins grave, on va dire. C'est plutôt les yeux secs, le problème en médecine. Ou la bouche sèche, surtout pour parler. Voilà comment ça marche. Bon, je vous ai à peu près dit, ça c'est moins important, on n'a pas le temps. L'estomac sécrète aussi avec le vague, avec la 10e paire crânienne, avec le parasympathique, ça fait sécréter de l'acide, les protons. Et autrefois, un des traitements de l'ulcère gastrique, c'était de couper le nerf vague. Mais on faisait ce qu'on appelait des vagotomies sélectives, c'est-à-dire près de l'estomac. Seulement en faisant ça, on détruisait aussi les fibres destinées à l'intestin, et on voit encore aujourd'hui des personnes qui ont eu des vagotomies sélectives pour ulcères, pour réduire leur sécrétion acide, et qui ont des troubles du transit, des diarrhées par exemple. Donc on ne le fait plus. Mais n'empêche que l'estomac intervient dans la sécrétion acide, le vague intervient dans la sécrétion acide de l'estomac. Maintenant, on sait que l'ulcère, c'est Helicobacter pylori, en tout cas pour l'ulcère duodénal, et on le traite autrement qu'autrefois avec ces produits qui réduisaient la sécrétion acide. Surtout qu'aujourd'hui, on dispose de médicaments qui inhibent vraiment efficacement la sécrétion acide de l'estomac. Dans la paroi de l'estomac, vous avez des cellules dont la fonction est de sécréter de l'acide chlorhydrique. Et vous savez qu'il y a à peu près un pH 2 dans l'estomac, c'est très acide, la sécrétion gastrique, à cause de ces cellules. Mais l'acidité n'est pas nécessairement bonne, surtout si vous débutez un ulcère. Donc, on peut, en plus, il y a des reflux, vous pouvez faire une gastrite, vous pouvez avoir un œsophage court, enfin plein de conditions où vous pouvez souhaiter réduire la sécrétion acide de l'estomac. Alors, si on vous donne un composé qui bloque les effets de l'acétylcholine, en réalité, vous ne bloquez qu'un des mécanismes qui activent la sécrétion de protons. Il faudrait empêcher l'action de la gastrine et d'autres composés qui sont aussi actifs sur ces cellules. Et c'est pourquoi on n'utilise plus les atropiniques pour réduire la sécrétion gastrique acide, on utilise directement des composés qui bloquent la sécrétion de ces cellules qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons. Pompe à protons, c'est-à-dire sécrétion d'H+, quoi. Alors quand on donne des inhibiteurs de pompe à protons, en fait, on va bloquer tous les mécanismes susceptibles de faire sécréter de l'acide par ces cellules. Au niveau de l'intestin, vous avez vous avez dû apprendre ça en anatomie, toutes les couches musculaires et deux éléments nerveux importants dans le plexus myentérique et le plexus sous-muqueux. Alors c'est très compliqué le fonctionnement de l'intestin, c'est presque aussi compliqué que le fonctionnement cérébral, bien que ça n'ait pas les mêmes fonctions. Et ça aboutit à une progression du transit dans le sens crânio-caudal, si je puis dire, avec des réflexes péristaltiques. Ça se contracte en amont et ça se relâche en aval, ce qui fait que le bol alimentaire progresse gentiment en vue de l'exonération. Je fais exprès d'utiliser
des voies détournées pour dire des choses simples. Bon, vous avez dans ces deux systèmes, myentérique et sous-muqueux, des systèmes peptidiques, des systèmes noradrénergiques, des systèmes qui mettent en jeu l'acétylcholine. Donc c'est très compliqué et je ne vous détaillerai pas ça. N'empêche que quand vous avez des nerfs malades, quand il y a des agénésies, eh bien la contraction ne se faisant pas comme il faut, ça fait des maladies très graves, comme la maladie de Hirschsprung, ce qui est assez dur à dire. On retrouve de l'acétylcholine aussi avec des récepteurs muscariniques dans la maladie de Parkinson. Ça intervient. Vous connaissez un peu la maladie de Parkinson. On est raide, on tremble, moins sous l'effet de la volonté, et on est figé. On est akinétique, une perte de la spontanéité du mouvement. Pourtant, vous avez appris que c'était de la dopamine qui manquait. Vous avez appris qu'il y avait le locus niger, ou pas du reste, le locus niger, la substance noire, qui se trouve dans le tronc cérébral et qui projette vers les noyaux gris centraux, vers le striatum, pour libérer de la dopamine. C'est des neurones longs qui libèrent de la dopamine dans le striatum. Et quand on est malade, dans la maladie de Parkinson, il y a, et ce n'est pas le fils de M. Parking, hein, ce n'est pas Parkinson, comme on peut le voir dans certaines copies, excusez-moi. Non, non, mais c'est vrai, je vous le dis, parce que je l'ai lu, c'est pas... Enfin bon. J'ai fait du reste déjà des copies types avec tout ce qu'on pouvait mettre comme petite bêtise, c'est très drôle, mais je ne le montre plus aux étudiants, ça, parce que quand vous voyez ça et que vous savez que c'est l'internat, c'est vrai que ça ne vous amuse pas du tout, parce que vous dites, mon Dieu, j'aurais pu écrire ça. Donc maintenant, je ne le fais plus, parce que moi, ça me faisait beaucoup rire, mes collègues aussi, mais c'est vrai que si je vous montre tout ce que vous pouvez mettre dans une copie, ça peut vous faire peur et vous stresser plus que vous ne l'êtes déjà, donc je m'abstiens de ce genre de petits jeux. Mais on voit des choses très curieuses dans les copies, très drôles. À propos de catécholamine, dont je parlais un peu tout à l'heure pour la noradrénaline, hier je corrigeais des copies, je vous l'ai dit. Alors il y en a un qui ne savait pas trop où mettre le H de catécholamine, alors il a mis une fois sur la dernière syllabe, une fois l'avant-dernière, une fois au début, et après ça a terminé en chatécholamine. Vous voyez, comme ça au moins il était sûr que c'était où il fallait. Mais bon, c'est drôle. Mais bon, nous les médecins, on corrige toujours gentiment les copies. Hein. C'est les chirurgiens qui vont très vite. Hein. Quand on a des séminaires de correction, nous on passe un temps fou à relire, on se dit oui mais il s'est trompé, c'est un lapsus calami, il a mal écrit, il voulait dire autre chose et tout. Et on va jusqu'au bout des copies, on lit tout. Nous on ne s'arrête pas brutalement sur une petite erreur qui était liée à la contrainte psychique de l'examen, qu'on appelle un stress. Donc je vous disais que dans le striatum, dans les noyaux gris centraux, on peut manquer de dopamine. Et bien dans ces cas-là, quand la dopamine manque, ça active des petits interneurones qui sont des interneurones cholinergiques. Voilà, là on est dans le striatum, quand il n'y a pas assez de dopamine, ça active... Quand il n'y a pas de dopamine, ça active le neurone cholinergique, parce que normalement la dopamine freine ce petit interneurone. Et donc dans la maladie de Parkinson, vous pouvez traiter de deux façons, soit vous donnez le précurseur de la dopamine, la L-dopa, je vous en reparlerai, soit vous bloquez l'excès d'acétylcholine dans le striatum. Et c'est là qu'en donnant des produits de type atropine, et Charcot l'a montré le premier, on peut traiter aussi le Parkinson. Et c'est un traitement actuel de donner précurseur de dopamine et atropinique. Je passe. Donc ça, vous pourrez regarder les noms des maladies qu'on traite avec les agonistes ou les antagonistes. Je vous ai mis quelques noms de médicaments du parasympathique, y compris des inhibiteurs de cholinéstérase. Ça, j'avais posé une question d'examen là-dessus l'année dernière. Vous l'avez lu, non? Le cas de l'année dernière que j'avais décrit, de la dame qui avait un chien qui s'appelait Charlie et qui l'aspergeait de ticanis, qui est un insecticide, et qui se mettait dans les toilettes avec lui parce qu'il gigote un peu, un boudin blanc. En fait, c'est ma belle-mère, mais je ne l'avais pas dit à l'époque. Et donc, non mais c'était vrai. Ma femme était furieuse quand j'ai montré le sujet d'examen, parce que j'en faisais une description assez pitoyable. Et donc, cette dame aspergeait de ticanis son chien dans les toilettes, et puis au bout d'un moment, le chien commençait à tousser, la dame aussi, après ça sifflait, il sifflait, la crise d'asthme pour les deux, il commençait à être pas bien. Alors je demandais pourquoi. Parce que ce sont des inhibiteurs d'acétylcholinestérase, ces produits. Ça agit, ça fait accumuler de l'acétylcholine.
Donc quand l'acétylcholine s'accumule chez l'homme, ça donne les symptômes de l'intoxication muscarinique. L'encombrement bronchique, l'étouffement, ça sécrète en plus beaucoup de mucus, donc vous étouffez, c'est un des premiers symptômes. Donc le produit à donner, c'est évidemment l'atropine, et puis quelles sont les précautions d'emploi? C'est d'utiliser le produit en extérieur, de ne pas asperger trop longtemps, etc. Bon. Pourquoi ça paralyse les insectes? Parce que ça accumule l'acétylcholine chez eux, on va le voir quand on a 10 minutes, je crois encore, c'est jusqu'à midi et demi, je vérifie. Encore 6 minutes. Quand ça suffira pour les curares. Quand on accumule de l'acétylcholine, au niveau de la plaque motrice, ça commence par activer les muscles et ensuite ça les paralyse. Quand l'acétylcholine n'est pas dégradée, je vais vous le redire. Donc c'est comme ça que les insectes sont paralysés, tombent et ne bougent plus. Que ce soit du bégon vert ou jaune, en tout cas, ça les paralyse, ils s'arrêtent de bouger et ils sont très malheureux. Mais il n'y a pas vraiment d'asphyxie chez eux parce qu'il n'y a pas de poumons. Oui, il y en avait un qui m'a dit que les insectes s'arrêtaient de respirer avec les insecticides. Bon, il y a les inhibiteurs d'acétylcholinestérase aussi utilisés comme gaz de combat, guerre de 14 et même plus récemment. Et quand on utilise ces produits qui accumulent l'acétylcholine partout où elle se trouve, pas seulement dans les poumons, mais aussi au niveau des plaques motrices, où ça a des effets qui vont être finalement une paralysie, notamment respiratoire, on a des victimes et des troubles très importants. Là, c'était dans un métro japonais. Le traitement, évidemment, quand vous avez l'encombrement bronchique qui survient, c'est l'atropine. Et les soldats ont toujours une ampoule d'atropine pour éviter les conséquences d'une attaque de cette nature, avec ces gaz. Récepteur nicotinique. Je ne vais pas vous dire grand-chose dessus. Un monsieur qui a travaillé dessus, qui a un nom très important en France, c'est Jean-Pierre Changeux, au Collège de France, qui arrive à les isoler. Il ne les a pas isolés chez n'importe qui, il les a isolés chez un poisson qui les concentre dans son organe électrique, où la transmission est de type cholinergique, et ensuite ça vous envoie du courant quand vous les touchez. Ne touchez pas non plus les anguilles, il n'y a pas que la raie torpedo marmorata. Donc les récepteurs nicotiniques, on est arrivé à comprendre un peu comment ils ont évolué au cours du temps. Et là, on a compris, en fonction des sous-unités qui constituent ce pentamère, qu'on n'a pas exactement la même chose dans les muscles striés et au niveau des ganglions. Mais de toute façon, c'est une structure pentamérique avec des petites différences suivant qu'on est dans les ganglions nerveux ou au niveau de la plaque motrice. Et là, je vous ai indiqué les sous-unités de ces récepteurs ganglionnaires ou musculaires, striés. Alors, avec les sous-types et les différents bloqueurs possibles. Ça marche comme cela. C'est enchâssé dans la membrane, ça s'ouvre ou ça se ferme, et ça laisse passer différents cations quand c'est ouvert. Et c'est sensible à l'acétylcholine avec 2 sites récepteurs. On en connaît très bien la structure, on les a même cristallisés. C'est Jean-Pierre Changeux qui l'a fait. Bon, ça agit vite, avec une probabilité d'ouverture. Il y a des maladies qui peuvent exister, qui mettent en jeu ce récepteur cholinergique de la plaque motrice, sensible à l'acétylcholine qui est sortie du motoneurone alpha. Et voilà le canal représenté ici, enchâssé dans la membrane. Quel est le premier effort que vous faites dans la journée? Allez-y, dites-moi. Qu'est-ce que vous faites? La première chose que vous faites dans la journée? Vous bâillez? Non, c'est pas vrai ça. Vous ne bâillez pas, vous bâillez que le soir, jamais le matin. Non, mais ce n'est pas la première chose que vous faites. Oui, voilà, exactement, vous avez raison. Vous ouvrez les yeux. Quelle est la maladie dont le premier symptôme est la difficulté à l'ouverture des yeux? Le sommeil, oui. La fatigue, je veux bien. Une maladie
qui met en jeu le récepteur cholinergique. On fabrique des anticorps. Ça touchait Onassis, ça vous dit rien, vous n'avez pas connu. Mary Jackie Kennedy, non. On traite ça avec l'ésérine ou la prostigmine, ça vous dit rien non plus. Ça touche le muscle, donc c'est un mot grec, ça doit commencer par oui, oui. Oui, vous avez dit le bon début, MY. On est fatigué, fatigue, comme myasthénie. Parfait. J'avais entendu, mais c'est très bien, je vous remercie. Donc c'est le premier symptôme. Bon, ça je passe là-dessus, les anticorps, extrait du venin de cobra. Je vais vous montrer, voilà. La myasthénie, on a du mal à ouvrir les yeux. Vous demandez à ouvrir les yeux. Le sujet a du mal à ouvrir les yeux, c'est le premier symptôme. Après, ça s'aggrave, il y a de l'atrophie musculaire. Mais on arrive, en donnant un inhibiteur d'acétylcholinestérase, à redonner suffisamment d'effet cholinergique à ces patients. C'est en général une tumeur du thymus qu'on enlève. Et c'est un signe très étudié. Un thymome, tumeur du thymus. Les Suisses ne sont pas atteints de myasthénie, ne le croyez pas, mais s'ils sont là en levé et baissé, c'est une gymnastique qu'ils font quotidiennement, très lentement. Je dis des bêtises. Bon, ça je passe aussi. Alors, si dans la myasthénie, c'est des anticorps que vous fabriquez contre le récepteur cholinergique, la pharmacologie met à votre disposition des médicaments, de véritables antagonistes qui se fixent au récepteur cholinergique sans l'activer, qu'on appelle les curares. Et donc, ça vous paralyse, et sans activer le récepteur. Mais là, vous voyez une classe indiquée qui s'appelle les agents dépolarisants. Et là, ça se complique. Mais en tout cas, quand on pense aux curares, ce sont des composés qui se fixent, et c'est Claude Bernard qui a le premier étudié ça, notamment chez les grenouilles, où il a montré comment ça agissait, en se fixant sur le récepteur sans l'activer, et c'est réversible. L'antidote, c'est les inhibiteurs d'acétylcholinestérase. Redonner de l'acétylcholine pour activer la restauration de la contraction musculaire. Très utilisé, les curares. En chirurgie, ça n'est pas un anesthésique. Si vous mettez qu'un curare, le sujet est paralysé, vous le ventilez artificiellement, bien sûr, pour pas qu'il meure. Mais on n'est pas en train de tuer un petit singe comme certains ont pu le faire, ou des oiseaux, c'est plus dur. Et donc, qu'est-ce que je vous disais? Donc, quand il y a il faut ventiler, ventilation artificielle avec le curare. Et après, on récupère spontanément parce que c'est une liaison réversible au récepteur cholinergique. On intube, on endort, on ventile et on curarise. Mais ça n'endort pas, c'est ça que j'étais en train de vous dire. Si on faisait ça, ça serait de la vivisection parce que le sujet est parfaitement conscient. Donc, il faut un composé anesthésique avec le curare. Pourquoi le curare? Pour pas que les muscles se contractent, pour qu'on puisse intervenir sans être gêné par des contractions musculaires ou qu'on puisse réduire une fracture, par exemple du fémur, parce qu'il y a des contractions musculaires. L'antidote, c'est les inhibiteurs d'acétylcholinestérase. Bon, poison des flèches, strychnos, vous connaissez peut-être. Tubocurarine, parce qu'on les administre avec un tube, ce qu'on appelle en français la sarbacane. Ça récupère spontanément, c'est réversible. Hein. Mais vous avez d'autres composés qui paralysent aussi. Ça, je passe là, c'est pas important. Et là, il faut une toute petite notion complémentaire que j'ai pas encore eu trop, que je ne vous ai pas dite volontairement. C'est que quand vous activez le récepteur cholinergique avec de l'acétylcholine, l'acétylcholine n'agit pas longtemps. Ça, j'ai commencé à vous le dire. Mais c'est très important qu'elle n'agisse pas longtemps sur le récepteur. Pourquoi? Parce que quand le récepteur est activé trop longtemps, il perd ses propriétés. Et c'est ce qui se passe avec des agents qui paralysent, qui s'appellent les dépolarisants, qui ne sont pas les curares, qui sont des composés très voisins de l'acétylcholine, mais qui ne sont pas dégradés par l'acétylcholinestérase. Dans ces conditions-là, quand on va mettre un produit sur ce récepteur nicotinique particulier, eh bien, on assistera d'abord à une phase de contraction musculaire, mais très brève, suivie d'une paralysie. Mais la paralysie n'est pas due
au fait qu'on a bloqué le récepteur, c'est qu'il s'est dénaturé. Parce qu'il a été trop activé. C'est le récepteur lui-même qui ne réagit plus, qu'on a désensibilisé en quelque sorte. Je ne vais pas vous embêter avec ça, je crois que vous en avez dit assez pour aujourd'hui. Simplement, retenez que dans les allergies opératoires, quelle est la première allergie, tiens, au bloc? Le collapsus. Il y en a 2 qui sont très fréquentes, qui ne sont pas indiquées là. Là, c'est les médicamenteuses, on va dire. Quelle est la première allergie qui fait un collapsus? Une allergie à quoi? Il y en a 2. Il y a le latex, les gants. Ça fait sourire certains, mais c'est la même chose, c'est les gants. Et l'iode. Et à côté de ça, derrière, vous avez tous les agents qui bloquent la transmission. Bon, la nicotine, je passe, vous lirez, parce que ça, on ne peut pas vraiment détailler ce que fait la nicotine. Bon, je passe là-dessus, j'ai plus rien. Non, c'est bon. Ok. Bon. Donc cet après-midi, le dé est à 1h30. Donc vous avez peu de temps pour manger. Je reconnais.